Voilà, évidemment, le livre montre la diversité de cette histoire, sa richesse. C'est une histoire gigogne, il y a 1000 choses derrière, où il y a au fond l'envers de notre monde. Pour nous, je pense que dans la réalité, c'est notre millénium. Millénium a été un roman à immense succès mondial, et notamment en France, un petit journal, un peu Mediapart, des journalistes qui aiment l'enquête. Une illégalité, oui, il y a une illégalité qui n'est pas provoquée par nous, qui est faite par ce majordome qui va remettre ces documents à Madame Bettencourt, qui va les remettre à la police et à la justice, et nous, on fera notre travail ailleurs, après, différemment, à notre façon, en faisant notre tri, selon la justice nous a donné l'illégalité dans le millénium, c'est une hackeuse, pas les enregistrements, c'est une hackeuse qui va dans les ordinateurs. Bon. Mais c'est pareil, pourquoi le millénium est un succès? C'est l'idée de l'envers du monde, un monde propre sur lui, etc. Et puis derrière, voilà, il n'y a plus de loi commune, il n'y a plus. C'est pour ça que ce roman Bettencourt, qui est là en l'occurrence un vrai roman vrai dans la réalité, est loin d'être terminé. Ce qui est stupéfiant, c'est ce qu'a dit Fabrice, et je trouve ce que Fabrice a dit depuis le début, c'est que on est quand même dans ce face-à-face entre ce livre maintenant et tout l'univers qui veut bloquer cette histoire. Il n'y a pas d'entre deux. Il n'y a aucun d'entre deux. Alors, ce qu'on disait, on peut considérer notre livre sur la semaine prochaine, on peut considérer que ça commence à être un début de réponse, on commence à créer un dispositif en face, enfin la réponse sur la livre. Vous êtes allé aussi? Allez-y, parce que moi j'ai pas eu le temps. Alors, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, la révélation des quelques questions qui sont sur le fond du dossier, qui sont sur le livre, je ne peux pas y répondre. Bon, le reste, il dit que son père lui a acheté des sacs à effectifs, quelques bâtiments, très bien, mais bon, elle prend un peu de distance avec François-Marie Daniel, qui est le seul élément un peu tangible dans le dossier, mais bon, si vous voulez, ça ne dit rien, ça n'alimente en rien les aspects les plus importants, les plus lourds de l'affaire. Bon, ben voilà. Elle demande même en mariage un peu le journaliste à la fin, si j'ai bien compris. On peut juste en conclure. On comprend bien qu'il y a une menace, et que dans l'entourage de la Bettencourt, il y a une volonté d'avoir une victoire. Il y a des films de la sortie sur TF1 qui étaient faits pour ça, et manifestement, il fait la sorte que ça n'a pas suffi à faire les jeux. Maintenant, on fait par image, voilà, mais sauf que c'est. La chute vraiment Robin a une professionnelle. Voilà, démontrer que c'est une femme qui est en pleine possession de ses moyens, etc. C'est exactement ça avec été dans TF1, et puis franchement, Robert Lamontier, qui est quand même la d'honneur à Marquette, qui avait interrogé là-bas, manifestement, ça ne suffit pas. C'est vrai que quand on entend les bandes, bon, c'est pas dur de constater au-delà de la surdité. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça, on voit bien qu'il y a des absences quand elle ne se souvient pas que François-Marie Daniel est son légataire universel alors qu'elle a signé le testament 2 ans avant, qu'elle sait plus ce que ça veut dire légataire universel, on voit sa réaction face au compte en Suisse, ou il faut lui répéter qui est le receveur suivant parce qu'elle ne sait pas. Alors, au bout d'un moment, Patrice Demestre lui dit cette phrase fabuleuse, il dit que c'est le ministre de vos impôts. C'est qu'il y a fabuleux et qui vient à la compétence entre Dallas, Chabrol et Balzac, et qu'il faut parler fort comme elle est sourde. Et directement, donc on connaît des élites de manière pédagogique. Par exemple, on dit qu'elle a des comptes en Suisse, Madame Bettencourt, elle dit mais on a le droit d'avoir des comptes en Suisse. Alors Patrice Demestre lui dit oui, on a le droit, mais à condition de les déclarer, ce qui n'est pas votre cas, madame. On a rarement quelqu'un qui, 2 mois avant, dit avec une telle sincérité et une telle conviction sur la colorette, ce qui pourrait s'apparenter à des aveux, par exemple. Vous voyez quand même la situation dans laquelle on est, c'est quelques jours une commission rogatoire internationale pour vérifier tout ce que l'on sait entre ce qui est sur les banques, ce qui est sur les agendas, y a-t-il eu des voyages en Suisse, y a-t-il eu de l'argent liquide sorti des comptes en Suisse, à telle date, avant la campagne présidentielle, oui ou non, Madame Woerth, Monsieur Demestre, etc. L'enquête préliminaire, le refus d'un juge indépendant, c'est qu'un juge indépendant, ce sont les premières vérifications qu'il va faire. On ne peut pas faire de commission rogatoire internationale indépendante dans le cadre d'une enquête préliminaire.
Et donc ces vérifications élémentaires qui concernent le cœur, non pas de l'affaire, cette affaire est multiforme, mais le cœur de la passion et de la tension, notamment à notre égard, dans cette affaire, c'est le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Un mot sur le vecteur, le site internet Mediapart, est-ce que ça aurait pu sortir dans un média classique, qui n'a plus de sens aujourd'hui, mais historique, dirons-nous? Est-ce que ça aurait été envisageable, pas envisageable, de par justement la société qu'évoquait Fabrice Arti, c'est-à-dire le côté à la française de notre système, est-ce que ça aurait été envisageable ou pas? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est, alors Fabrice, on a commencé à l'évoquer, c'est que la nécessité à un moment de dire, même si tout est sur Internet, à un moment, bon, il faut quand même faire cet effort de pédagogie, et le livre, pour ça, je suppose que c'est presque généralement sur le vecteur Internet comme élément d'expression. Est-ce que c'est un hasard ou ça n'aurait pas pu être possible par ailleurs? Il y a deux choses dans l'expression, c'est Internet, c'est un tuyau. Il faut arrêter de penser qu'il y a tout sur Internet chez vous, et puis quand on disait, voilà, l'imprimerie, ça va pas. Et je suis content qu'il y a eu des textes qui ont été imprimés depuis des saveurs et qui sont quand même tout est imprimé, ça va pas. Voilà. Internet, c'est un contenant, et c'est un contenant qui peut accueillir des règles journalistiques, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire à Mediapart. Je ne suis pas certain que ce soit parce que c'est un média Internet que nous sortons cette affaire-là. En tout cas, moins contraint par l'actionnariat industriel. Oui, c'est vrai que Mediapart a gagné une image quelques années de médias totalement indépendants. Je pense que voilà, c'est pour ça qu'on attend. C'est la concrétisation. Moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est qu'on a été destinataire de cette histoire-là, parce qu'avant, on a fait des choses. Avant, il y a eu les enquêtes sur les pièces d'épargne, les scandales des pièces d'épargne, l'affaire Tati, l'affaire Karachi, d'autres. Et c'est aussi ça qui est, ça a été le ferment de l'affaire Bettencourt. Voilà, mais je pense, et de fait, Internet, ça a permis de donner la considération des banques. C'est sûr qu'on va dans une information qui est une information un peu en 3D. Voilà, mais on ne peut pas dans une troisième dimension. Et ça, oui, c'est un avantage, je pense, considérable. C'est pas la question du support, c'est la rencontre entre deux choses. Je pense Mediapart, on l'a créé pour deux raisons. La révolution industrielle que vit le métier, comment montrer que sur Internet on peut faire une presse de qualité, de référence, comment au contraire on peut utiliser le numérique, pas pour du flux, pas pour de l'instantanéité, mais pour du journalisme approfondi. Mediapart traite les grands événements internationaux, Mediapart traite les débats d'idées, Mediapart n'est pas simplement une usine à scoop, Mediapart essaye d'être un journal de référence numérique. Donc on a fait ce défi professionnel, et ce défi professionnel a rejoint, en l'occurrence, dans le cadre de la France, un défi démocratique par rapport, ça rejoint votre question, à la crise d'indépendance de médias. C'est-à-dire quand vous me disiez, est-ce que d'autres médias plus traditionnels, j'aurais envie de vous répondre, ça dépend à quelle époque. La cassette mobile, Fabrice Lhomme, donc aucun média audiovisuel ne voulait, concernant Jacques Chirac, a été publié au Monde quand on dit dirigeait et traité par Fabrice Lhomme, c'est un Mediapart. C'est aussi lié à ce que nous connaissons dans notre profession. Il y a des crises d'indépendance qui se traduisent par des cultures professionnelles plus ou moins audacieuses. Je pense que le fait que Mediapart ait fait reprendre son travail dans l'affaire des concours a redonné peut-être du courage et l'envie de se battre à d'autres. Donc, c'est pas tant la question du support que la question d'avoir voulu faire un lieu indépendant, sans fil à la patte, qui a une seule ligne. Berlin disait la ligne de chemin de fer, c'est la ligne de est-ce que l'information est pertinente, est-ce qu'on peut la sortir honnêtement, est-ce qu'on peut la recouper, comment on peut travailler, etc. Par ailleurs, je crois qu'on a expérimenté sur cette affaire, parce que le livre en témoigne, comment cette souplesse du travail sur le numérique permet qu'une équipe se rassemble. Les deux Fabrice ont ouvert le chemin, mais beaucoup d'autres journalistes se sont mis à travailler sur l'affaire. On a pu démultiplier les modes de traitement, on a fait le public s'en est emparé dans le club de Mediapart. Bref, on a aussi montré comment ça pouvait bouillonner à partir d'un média participatif sur le numérique. Ce livre témoigne
de la diversité du travail sur l'affaire. C'est un manuel, hein, c'est une façon de voir. À travers cette affaire, la famille Bettencourt, hein, c'est toute l'histoire de la France, hein, puisque la fortune de M. Souler, le père d'Emilienne Bettencourt, en racine avant dans l'entre-deux-guerres, il finançait les livres d'extrême droite tout en étant un ingénieur hors pair. M. Bettencourt a été engagé dans sa jeunesse plutôt du côté de Vichy et de la collaboration, puis après a fait un autre itinéraire. La famille Bettencourt s'est trouvée au carrefour de tous les milieux politiques, hein, puisqu'André Bettencourt était un ami de François Mitterrand. Donc on retrouve toute une histoire très ancienne qui se retrouve là dans ce moment particulier que vit notre pays comme une leçon de choses. Elle est justement une histoire française. Est-ce que vous pensez que justement votre intuition, votre sentiment, c'est que une élite, aristocratie, et dans le sens justement suprématie, en tout cas classe supérieure, se retrouverait, on pourrait retrouver d'autres histoires, peut-être pas aussi élaborées, aussi riches, aussi anciennes, dans d'autres domaines de l'activité française, et que ces fameuses, ce monde discret d'habitude, qui est celui justement derrière le monde des apparences, on pourrait le retrouver justement dans d'autres domaines. Nous avons toutes les grandes familles, moi je dis souvent oligarchiques, puisque ce sont des familles de milliardaires très fermées, et aujourd'hui ils sont compris dans notre univers entre la politique, la finance et parfois le monde médiatique, ont cette imbrication à l'État, avec c'est M. Dassault. Alors, je vous ai remarqué, après, c'est Monsieur Demestre lié à la famille Bernard Arnault, puisqu'il a gardé très bonne relation avec Bernard Arnault, il a épousé sa première femme. Les enfants Arnault sont comme beau-père M. Demestre. On sent bien que derrière M. Demestre, il y a peut-être les ambitions du numéro 1 du luxe face au numéro 1 des cosmétiques. Si vous voulez, c'est un... on a révélé la poursuite, c'est pas dans le livre puisque c'est tout récent, qu'on retrouve M. Demestre dans l'affaire Madoff. C'est l'ami de M. de la ville Luchet, c'est ça qui s'est suicidé, qui était le français proche de Madoff et chargé de recruter des grandes fortunes pour faire du Madoff, une escroquerie. C'est intéressant de retrouver Madoff, puisque Madoff, il y a eu une enquête de Vanity Fair qui lui montrait que c'est une escroquerie très simple, mais qui marche à l'apparence sociale. Et là, on voit bien que c'est une affaire d'apparence, hein, comment monsieur François-Marie Damier se fait admettre, comment M. Demestre joue c'est un expert comptable, il joue de son côté vieille noblesse. Bon, c'est vrai que je pense qu'il y aura des romans, il y aura des films sur cette affaire dans toute sa diversité, parce que en effet, c'est un envers du monde qu'on ne voit pas souvent, c'est d'habitude discret, et il faut qu'il y ait ce bug, cet accident du maître d'hôtel qui prépare le thé, qui met semaine. Malgré le professionnel qui vient de démontrer qu'il n'y a pas de micro dans le filière. Mais il a oublié le facteur humain. Il y a une histoire de petit. Vous avez vu, je pense, l'interview qui clôt la polémique sur Mediapart, l'interview sur France 2 de la comptable, Claire Thibault, qui était très convaincante. Vous voyez bien qu'il y a une révolte de ce personnel de maison, qui dit les choses, voilà. Est-ce que, justement, juste une vraie histoire française, juste pour l'instant, en mémoire, Patrick Demestre est descendant direct de Joseph Demestre. Oui, c'est ça, et en même temps, la France Révolution, on est oui, c'est encore un Français d'origine étrangère, puisqu'il a sa voix n'était pas français. Je dis ça pour moi. Est-ce que, justement, pour prolonger le fait que la justice américaine peut rentrer, on a évoqué le cas dans d'autres affaires passées avec l'affaire Péchinet, où c'est la SEC, l'agence américaine, qui est venue dire à la France dans l'affaire Trident, parce que c'était Péchinet Trident, mais qu'à un moment on intervenait sur les intérêts américains.